Il y avait quelque chose d'étrange dans cette vidéo. Pas dans la qualité de l'image, elle était floue, tremblante, filmée à la hâte avec un téléphone tenu par quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce qu'il voyait. Non, ce qui était étrange, c'était l'homme lui-même. Un homme en haillons, debout sur le trottoir mouillé d'une rue ordinaire de Lyon, à 3 heures de l'après-midi, un mardi de novembre. Et cet homme dansait, pas comme on danse pour s'amuser, pas comme on danse pour mendier. Il dansait comme si sa vie en dépendait. Ou plutôt, comme si elle en avait dépendu, autrefois, et qu'il refusait d'oublier. La vidéo a été mise en ligne un mercredi soir. Le jeudi matin, elle avait 300 000 vues. Le vendredi, 2 millions. Et le lundi suivant, des journalistes du monde entier cherchaient à savoir qui était cet homme. Cet homme que les gens du quartier appelaient simplement le roi du trottoir. Ce que personne ne savait encore, c'est que derrière ce surnom se cachait une histoire que personne n'avait osé raconter depuis des années. Et que cette vidéo n'était pas un miracle. C'était un aveu. Commençons par le commencement. Ou plutôt par ce que vous voyez dans ces 27 secondes de vidéo, parce que chaque détail compte. L'homme s'appelle Théo. Il a 43 ans, même si on lui en donnerait facilement 55. Son manteau est trop grand pour lui, de couleur beige sale, fermé par une corde à la place d'une ceinture. Ses chaussures sont dépareillées, une basket blanche à gauche, une chaussure de vie noire à droite, toutes deux trouées à la semelle. Sa barbe a poussé sans ordre depuis au moins 2 mois. Ses cheveux sont longs, retenus en arrière par un élastique. Mais regardez ses pieds. Regardez la façon dont il glisse, dont il tourne, dont son poids bascule d'une jambe à l'autre avec une précision qui n'a rien d'accidentel. Regardez ses bras, pas agités, pas tremblants, mais contrôlés, fluides, dessinant des courbes dans l'air humide. Regardez son visage, les yeux fermés pendant presque tout le mouvement, et quand il s'ouvre, ce regard-là. Ce regard qu'on ne voit que chez les gens qui ont été, un jour, vraiment grands dans quelque chose. La femme qui a filmé s'appelait Nadia. Elle était infirmière, elle rentrait d'une longue nuit de garde, elle avait juste voulu couper par la rue Moncey pour gagner 10 minutes. Elle a sorti son téléphone presque instinctivement, sans trop savoir pourquoi. Elle m'a dit, bien plus tard, c'était comme voir quelqu'un prier, mais avec son corps entier. La vidéo commence au milieu d'un mouvement, comme si la caméra arrivait en retard sur quelque chose qui avait déjà commencé bien avant. Et elle se termine brusquement. Nadia était en larmes et ne s'en était pas rendu compte, sa main avait tremblé, l'image avait coupé. Il n'y a pas de musique dans la vidéo. Théo dansait en silence. La question que tout le monde s'est posée dans les jours qui ont suivi, c'est « Qui est cet homme ?» Et la réponse, quand elle a commencé à émerger, a provoqué quelque chose d'inattendu sur Internet. Pas de la pitié. Pas de la curiosité morbide. De la honte. Collective. Sourde. Parce que Théo n'était pas un inconnu. Il avait été, pendant 7 ans, l'un des danseurs les plus sollicités de la scène urbaine française. Pas célèbre au sens grand public du terme, son nom n'avait jamais fait la une des magazines People. Mais dans le monde du hip-hop, du popping, du looking, du new style, son nom circulait avec un respect particulier. Théo Marchand. Il avait commencé à danser à l'âge de 9 ans dans la cité des Minguettes, à Vénissieux, banlieue sud de Lyon. Il avait appris seul, en regardant des cassettes VHS de Michael Jackson, de James Brown, de Jeffrey Daniel, ce danseur américain qui avait sidéré le monde en 1983 en faisant le moonwalk à la télévision britannique, des années avant que Thriller ne soit une religion. À 16 ans, il gagnait des battles locaux. À 18 ans, il était invité sur des scènes régionales. À 22 ans, il avait chorégraphié 3 clips pour des artistes hip-hop qui aujourd'hui remplissent des salles. Son nom figurait dans les crédits, tout en bas, en petits caractères. Mais il y était. Alors comment est-on passé de là, au trottoir de la rue Moncey? C'est là que commence la vraie histoire. Pour comprendre ce qui est arrivé à Théo, il faut remonter à l'hiver 2009. Théo avait alors 30 ans. Il vivait dans un appartement modeste du 8e arrondissement de Lyon, avec sa compagne de l'époque, une femme prénommée Camille, professeure de collège, et leur fils de 2 ans, Noé. Il enseignait la danse dans 2 associations, il animait des ateliers dans des écoles primaires, il assurait des performances ponctuelles pour des événements. Ce n'était pas la fortune, mais c'était une vie construite, cohérente, digne. Et puis il y a eu l'accident. Pas un accident spectaculaire. Pas quelque chose qu'on raconte avec des larmes et des violons. Un truc banal, presque ridicule dans sa banalité, une chute dans un escalier mouillé, un dimanche soir de janvier, devant une salle de répétition dans le quartier de la Guillotière. Fracture du 5e métatarse du pied gauche.
Pour un danseur professionnel, ce n'est pas une blessure mineure. C'est une blessure qui peut tout arrêter, les répétitions, les performances, les contrats. Théo a été immobilisé pendant 4 mois. 4 mois pendant lesquels ses revenus ont chuté à presque zéro. 4 mois pendant lesquels les associations l'ont remplacé, les projets ont continué sans lui. 4 mois pendant lesquels une distance s'est installée dans l'appartement, d'abord imperceptible, puis de plus en plus concrète, comme une vitre qui se forme entre deux personnes. Camille a demandé la séparation en mai 2009. Théo m'a dit, et c'est l'une des phrases de notre conversation qui m'a le plus marqué, « Je ne lui en veux pas. Elle avait raison d'avoir peur. Moi aussi j'avais peur. Sauf qu'elle avait quelque chose à quoi s'accrocher. Moi, j'avais que mes pieds. » Après la séparation, Théo a essayé de reconstruire. Il a repris la danse progressivement, douloureusement, en réapprenant à poser le pied gauche de façon à ne pas réveiller la douleur chronique qui s'était installée. Il a retrouvé quelques contrats. Pas tous. Certains ponts avaient été brûlés par son absence prolongée, par le monde qui avait continué à tourner sans lui. Mais il avait une motivation puissante, Noé. Il voyait son fils un week-end sur 2. Ces 2 jours par quinzaine, il les préparait comme un événement. Il emmenait Noé dans les parcs, il lui montrait des mouvements de danse, il lui lisait des histoires. Noé avait hérité de quelque chose de son père, une façon de bouger dans l'espace, légère, instinctive. Théo vivait pour ce week-end. Et puis, en 2013, une lettre est arrivée. Une lettre d'avocat. Camille avait rencontré quelqu'un, un ingénieur, stable, propriétaire de son appartement. Ils avaient un projet commun. Et ce projet incluait une demande de déménagement, pas loin, mais à Bordeaux, à plus de 500 km. Le juge avait accordé l'autorisation. Théo avait le droit de voir son fils 2 week-ends par mois. Mais il devait se déplacer à Bordeaux, ou payer le train, 2 fois par mois. Avec ses revenus de danseur précaire, c'était impossible. C'est ici que beaucoup de gens auraient voulu que l'histoire s'arrête. Ou du moins, qu'elle bifurque vers quelque chose de plus simple, une lutte, une victoire, un retour triomphant. La réalité est moins propre. Théo n'a pas sombré d'un coup. Il n'y a pas eu une nuit particulière, une décision fatale, un verre de trop. Il y a eu une lente érosion, d'abord les contrats qui s'espacent, puis le loyer qu'on ne peut plus payer seul, puis la chambre chez un ami, puis la chambre chez un autre ami moins patient, puis rien. En 2015, Théo dort dans un foyer d'urgence du 3e arrondissement. En 2016, il est dans la rue. Il continue de danser. Pas pour de l'argent, enfin, si. Parfois, les passants qui s'arrêtent lui laissent quelques pièces. Mais ce n'est pas pour ça. Il danse parce que c'est la seule chose qui reste quand tout le reste a disparu. Parce que dans le mouvement, dans cette précision du corps dans l'espace, il retrouve quelque chose qui n'a pas de nom, une dignité, peut-être, une identité. Les gens du quartier Montse-Garibaldi l'ont vu apparaître progressivement, en 2017. Toujours sur le même trottoir, devant l'ancien café qui a fermé. Toujours seul, toujours en silence. Et c'est là que le surnom est né, pas de manière cruelle, pas comme une moquerie. Le roi du trottoir. Une épicière du quartier, Madame Khaled, me l'a expliqué. On l'appelait comme ça parce qu'il avait une présence. Comme si ce bout de trottoir lui appartenait. Pas les autres espaces, juste celui-là. Et quand il dansait là, ça devenait royal. Maintenant, voici ce que personne ne savait encore quand la vidéo de Nadia a explosé sur Internet. Pendant toutes ces années dans la rue, 5 ans, de 2016 à novembre 2021, Théo Marchand n'avait jamais cessé d'écrire. Pas un journal intime. Des chorégraphies. Dans un carnet à spirale qu'il gardait dans une poche intérieure de son manteau, protégé par un sac plastique, il avait consigné des centaines de pages de notation chorégraphique. Des croquis de position, des séquences décrites en mots, des variations, des structures entières. Le carnet s'appelait, il l'avait écrit sur la couverture en lettres capitales, pour Renaud accent aigu. Il créait des chorégraphies pour son fils. Un fils qu'il n'avait pas vu depuis plus de 3 ans. Un fils qui avait maintenant 14 ans et dont il ignorait tout, la taille, la voix, les passions, les amis. Mais à qui il continuait d'écrire, sur ses pages froissées, des lettres en mouvement. Voici la première virade de cette histoire, et elle est arrivée de l'endroit le moins attendu. Parmi les millions de personnes qui ont regardé la vidéo de Nadia, il y avait un garçon de 14 ans, dans un appartement de Bordeaux, qui faisait ses devoirs de maths en laissant l'ordinateur allumé. Il s'appelait Noé. Il ne savait pas que l'homme sur ce trottoir, dans cette ville à 500 km, était son père. Il ne le reconnaissait pas, il avait 11 ans la dernière fois qu'il l'avait vu,
et l'homme de la vidéo avait vieilli de 20 ans en 10 ans. La barbe, le manteau, le trottoir. Mais quelque chose dans ce mouvement l'avait arrêté net. Noé dansait lui aussi. Depuis 2 ans, en secret, dans sa chambre, en regardant des vidéos sur YouTube. Il ne l'avait jamais dit à sa mère. Il ne savait pas vraiment pourquoi, peut-être parce que ça lui semblait être à lui, rien qu'à lui, ce truc qu'il faisait avec son corps dans l'obscurité de sa chambre. Et en regardant l'homme sur le trottoir, il avait reconnu quelque chose. Pas un visage, pas une voix, une façon de déplacer le poids du corps. Un micro-mouvement particulier, une sorte de vibration dans les épaules qui précédait chaque glissement du pied. Un tic chorégraphique infiniment spécifique. Le même que le sien. Noé a regardé la vidéo 6 fois. Puis il a tapé dans la barre de recherche « Danseur rue Moncey-Lyon ». Les résultats l'ont mené vers des forums de quartier. Vers un article d'un journal local qui avait fait un petit portrait de cet homme mystérieux qui danse sans musique. Vers un nom. Théo Marchand. Noé n'a pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, Noé a fait quelque chose d'extraordinairement courageux pour un garçon de 14 ans. Il est allé voir sa mère. Camille ne s'y attendait pas. La conversation, la façon dont Noé la lui a amenée, calme, précis, sans accusation. Il lui a montré la vidéo. Il a dit « C'est papa ». Elle a mis du temps à répondre. Elle a regardé la vidéo en entier. Elle a regardé une deuxième fois. Puis elle a posé le téléphone. Ce qui s'est passé ensuite, Camille me l'a raconté de façon très sobre, sans chercher à se défendre ni à s'auto-accuser. Elle a dit « J'ai compris que j'avais fait une erreur. Pas intentionnellement, je pensais qu'il avait fait le choix de disparaître. Je ne savais pas qu'il était dans la rue. Personne ne me l'avait dit. Et je n'avais pas cherché à savoir. » Cette phrase est importante, parce qu'elle pointe vers quelque chose de plus large que la tragédie d'un homme seul sur un trottoir. Quand quelqu'un disparaît dans la rue, on tend à remplir le vide avec des hypothèses. Il a choisi ça. Il a tout gâché. Il a préféré la liberté. Les gens de la rue sont des gens qui ont dit non à un certain type de vie. Ces hypothèses nous protègent, elles maintiennent une distance confortable entre leur réalité et la nôtre. Elles nous évitent de nous sentir responsables. Mais parfois, simplement, les choses ont dérapé. Trop vite, trop silencieusement. Et personne n'a tendu la main au bon moment. Camille a retrouvé un numéro de téléphone ancien, celui d'un cousin de Théo, à Lyon. Elle a appelé. Le cousin a dit qu'il n'avait pas eu de nouvelles depuis 2 ans, mais qu'il savait à peu près où chercher. Le contact a été établi 4 jours après que la vidéo ait été mise en ligne. Théo était dans le foyer du Pont de Lille, où il dormait depuis quelques semaines. Un travailleur social lui a apporté un téléphone et lui a dit qu'il y avait quelqu'un qui cherchait à le joindre. Théo a rappelé. La voix au bout du fil, il ne l'a pas reconnue immédiatement. La voix avait mué. Elle était devenue grave, un peu hésitante. « C'est moi. C'est Noé. » Théo m'a dit qu'il n'avait pas répondu tout de suite. Pas parce qu'il ne savait pas quoi dire. Parce que quelque chose dans sa poitrine avait lâché, quelque chose qu'il maintenait serré depuis des années, et qui, d'un seul coup, s'était desserré. Il a dit « Je sais ». Noé a dit « Je t'ai regardé danser ». Et puis silence. Un silence qui n'avait rien d'inconfortable. Un silence qui ressemblait à 2 personnes qui reprennent leur souffle après avoir couru très longtemps dans des directions opposées et qui se retrouvent enfin face à face. Mais voilà où l'histoire prend un tournant que personne n'avait anticipé. Noé avait retrouvé son père. La vidéo virale avait fait son travail miraculeux. Et logiquement, la suite aurait dû être simple, une réunification émotionnelle, peut-être une collecte de dons sur Internet, un appartement retrouvé, un happy end propre. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ou plutôt, ce n'est pas ce que Théo a accepté. Quand les médias ont commencé à affluer parce qu'ils ont afflué, évidemment, une histoire pareille dans une période creuse de l'information. C'est du pain béni. Théo a refusé presque tous les entretiens. Il en a accordé un seul, à une journaliste du Progrès qu'il connaissait vaguement de vue. Et dans cet entretien, il a dit quelque chose qui a mis tout le monde mal à l'aise. Il a dit « Je ne veux pas être sauvé. Je veux être vu ». Cette distinction entre être sauvé et être vu est au cœur de ce que Théo essayait de communiquer. Et je crois que beaucoup de gens l'ont mal compris. Être sauvé, dans le discours courant autour des sans-abri, ça veut dire recevoir un logement, une aide sociale, un suivi psychologique, réintégrer le circuit. Et tout ça est nécessaire, tout ça est bien. Mais ça implique aussi, souvent, une posture. La posture de la victime qu'on tire du gouffre. La posture de celui qui a besoin. Être vu, c'est autre chose. C'est
Reconnaître que cet homme sur ce trottoir n'est pas simplement une situation à régler. C'est reconnaître qu'il y a, là, quelqu'un, avec une histoire, un talent, une pensée, un carnet plein de chorégraphies écrites pour un fils. Théo avait passé 5 ans dans la rue sans que personne, à l'exception des habitués du quartier et d'une poignée de travailleurs sociaux, ne lui pose la vraie question. Pas « qu'est-ce que tu fais là ?» ou « comment tu en es arrivé là ?» mais simplement « qui es-tu ?» La deuxième virade, et celle-là, je ne l'avais pas vue venir quand j'ai commencé à enquêter sur cette histoire. Le carnet. Ce carnet à spirale, protégé dans son sac plastique, que Théo gardait depuis des années. Ce carnet intitulé « Pour NO accent aigu ». Quand la journaliste du Progrès en a parlé dans son article, brièvement, presque comme une anecdote, quelqu'un l'a lu. Une femme qui s'appelait Isabelle Renard, directrice artistique d'une compagnie de danse contemporaine basée à Lyon, la Compagnie du Seuil. 48 ans, ancienne danseuse professionnelle reconvertie dans la création et la production. Elle avait lu l'article le matin, en prenant son café. Et cette phrase, un carnet de chorégraphies écrites pour un fils qu'il ne voyait plus, l'avait poursuivi toute la journée. Le soir, elle avait contacté le Progrès pour obtenir les coordonnées du travailleur social qui suivait Théo. 3 jours plus tard, elle rencontrait Théo dans une salle de répétition du centre-ville. Une salle qu'elle avait prêtée pour l'occasion, chauffée, avec un plancher de bois propre. Elle m'a décrit cette première rencontre. Il est arrivé avec son manteau, son carnet. Il regardait le plancher comme si c'était quelque chose qu'il n'avait pas eu le droit de regarder depuis longtemps. Et puis il a ôté ses chaussures, les 2 chaussures dépareillées, et il a commencé à bouger. Elle lui a demandé de lui montrer ce qu'il avait dans le carnet. Il a hésité. Le carnet, c'était privé. C'était pour Noé. Isabelle a dit « Je ne veux pas le prendre. Je veux le voir vivre. » Et Théo a ouvert le carnet. Ce que contenait ce carnet a stupéfié Isabelle Renard. Pas parce que les chorégraphies étaient techniquement révolutionnaires, bien qu'elles fussent rigoureuses, précises, construites avec une intelligence formelle évidente, mais parce qu'elles formaient un tout cohérent. 5 ans de travail. Une œuvre. Théo avait, sans le savoir explicitement, créé une pièce chorégraphique complète. Chaque séquence était datée, annotée, reliée aux autres. Il y avait des thèmes récurrents, un mouvement particulier qui représentait, selon ses propres notes, la main tendue, un autre qui s'appelait le toit qui manque, un troisième simplement intitulé Noé à 2 ans, qui tombe et se relève. Et une séquence finale, écrite en toutes lettres au dos de la dernière page, entourée d'un encadré dessiné à la main. La danse du retour. À exécuter le jour où je le reverrai. Isabelle a proposé à Théo quelque chose d'inhabituel dans le monde de la danse contemporaine. Pas de l'argent. Pas un contrat d'artiste. Une résidence. Un accès à la salle de répétition, 3 matinées par semaine, pendant 6 mois. Avec un seul objectif. Mettre en scène le contenu du carnet. Créer la pièce. Et la montrer. Théo a dit non 2 fois. La 3e fois, il a demandé, Noé pourrait venir voir. Isabelle a dit oui. Théo a dit, alors d'accord. Ce qui s'est passé au cours des 6 mois suivants, j'ai essayé de le reconstituer à partir des témoignages de ceux qui étaient présents. Isabelle, 2 danseuses de la compagnie qui ont parfois travaillé avec lui, et un assistant qui prenait des notes de répétition. La chose qui revient dans tous les témoignages, c'est le silence. Théo ne parlait presque pas pendant les répétitions. Il entrait dans la salle, il ôtait ses chaussures, il avait maintenant des chaussures identiques, un cadeau d'Isabelle qu'il avait accepté sans protester, et il dansait. Il testait des séquences, revenait en arrière, reprenait. Parfois il s'arrêtait, ouvrait le carnet, ajoutait quelques mots. Il y avait dans sa façon de travailler quelque chose d'absolument sérieux, pas solennel, pas fermé, mais sérieux au sens propre. Il prenait ce qu'il faisait au sérieux. Comme si chaque mouvement avait une importance qu'il n'était pas question de négliger. Un jour, une des danseuses de la compagnie, Leila, a demandé à l'assister, à apprendre des séquences avec lui. Théo l'a regardé un long moment. Puis il a dit, « Tu peux regarder. Mais la pièce est pour Noé. Elle peut pas être pour tout le monde. » Leila m'a dit, « J'ai compris que je venais d'entendre quelque chose d'important. Pas une règle, une définition. Cette pièce était une lettre. Et une lettre, ça a un destinataire. Noé est venu à Lyon le premier week-end de mai 2022. Il avait 14 ans et demi. Il était grand pour son âge, presque aussi grand que son père. Il portait des baskets blanches et un sweat à capuche sombre. Théo l'a attendu devant la salle de répétition. Il n'avait pas prévu de protocole. Pas de discours, pas de larmes annoncées. Quand Noé est descendu du train avec Camille, qui était venue l'accompagner, sans entrer dans la salle,
père et fils se sont regardés dans la rue pendant quelques secondes. Puis Noé a dit « T'as pas changé ». Ce qui était faux, objectivement, mais qui était peut-être la seule chose juste à dire. Théo a ri. Vraiment ri, le premier vrai rire depuis longtemps, selon les témoins présents. Il a ouvert la porte de la salle et a dit « Viens, j'ai quelque chose à te montrer ». La répétition qui a suivi a duré 1h20. Théo a exécuté l'intégralité du carnet. Sans musique comme toujours, juste le bruit de ses pieds sur le plancher, le sifflement de l'air déplacé par ses bras, le craquement du bois quand son poids changeait de point d'appui. Noé était assis sur une chaise, au milieu de la salle vide. Il n'a pas bougé pendant 1h20. À la fin, quand Théo s'est immobilisé, dans la danse du retour, la séquence finale, celle qui se terminait par un geste simple, les bras ouverts, les paumes vers le haut, Noé s'est levé. Il n'a pas applaudi. Il a marché jusqu'à son père et il l'a pris dans ses bras. Théo m'a dit, je ne savais pas si j'avais le droit de rendre l'étreinte, de l'entourer. J'avais tellement peur qu'il recule. Et puis j'ai senti ses bras se serrer. Et j'ai compris que lui aussi, il avait peur que je recule. Ils sont restés comme ça un long moment. Dans une salle de répétition vide, un trottoir à 500 km, un carnet plein de chorégraphie. Et entre eux deux, enfin, rien qui manquait. La pièce chorégraphique, intitulée simplement pour Noé, a été présentée pour la première fois au public en novembre 2022, dans le cadre du festival Sens Interdit à Lyon. Ce n'était pas une grande première, pas un événement mondial. La salle contenait 200 personnes, à peine. Mais il y avait Noé, au premier rang. Et il y avait, quelque part en fond de salle, Nadia, l'infirmière qui avait filmé ses 27 secondes sur un trottoir mouillé et qui n'avait aucune idée, ce soir-là, que sa main tremblante avait déclenché tout ça. La pièce dure 52 minutes. Elle commence dans le silence et se termine dans le silence. Il n'y a pas de décor, pas de costume spectaculaire, Théo danse en vêtements simples, des couleurs neutres. Le seul accessoire visible est un carnet à spirale posé sur le plancher, qu'il ramasse au début et repose à la fin. Les critiques qui en ont parlé ont utilisé des mots comme « épouillé »,« radical », d'une honnêteté désarmante. L'un d'eux a écrit quelque chose qui me semble juste, on ne regarde pas un spectacle. On assiste à quelqu'un qui nous laisse voir ce que ça coûte d'être humain. Théo vit aujourd'hui dans un appartement du 4e arrondissement de Lyon, un studio qu'il loue avec l'aide d'un dispositif d'accompagnement au logement. Il enseigne de nouveau la danse, dans 2 associations. Il voit Noé un week-end sur 2, cette fois, c'est Noé qui prend le train. Le carnet est encadré dans son appartement. Il en a commencé un nouveau. L'inscription sur la couverture du nouveau carnet, pour ceux qui dansent dans le noir. Je veux vous laisser avec une chose que Théo m'a dite lors de notre dernier entretien. Je lui avais demandé, si tu pouvais revenir en arrière à l'accident, à la séparation, au moment où tout a commencé à se défaire, qu'est-ce que tu changerais? Il a réfléchi longtemps. Vraiment longtemps, assez longtemps pour que le silence devienne inconfortable. Et puis il a dit, je crois que j'aurais appris à demander de l'aide plus tôt. Pas pour être sauvé. Juste, à dire que j'avais besoin d'être vu. Parce que je savais comment danser. Je savais pas comment être vu. Il a marqué une pause. Finalement, c'est Noé qui m'a appris ça. Il m'a vu dans une vidéo floue sur Internet et il a reconnu quelque chose. Pas mon visage. Mon mouvement. Ce que j'avais mis dans mon corps depuis que j'avais 9 ans. Et là, j'ai compris quelque chose. Le corps, ça oublie pas. Même quand tout le reste part, le corps garde ce qu'on lui a donné. Il y a, en ce moment, sur le trottoir de la rue Moncey, à Lyon, quelqu'un d'autre. Un homme plus jeune, une vingtaine d'années, qui s'arrête parfois devant l'ancien café fermé et qui regarde le sol, comme s'il cherchait quelque chose. Un des voisins me l'a signalé. Il dit qu'il a l'air perdu. Je ne sais pas son histoire. Mais je me dis que peut-être, quelqu'un devrait s'arrêter. Pas pour le sauver. Juste pour le voir. Si cette histoire vous a touché, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez retenu. Et si vous pensez à quelqu'un qui a besoin d'être vu, pas sauvé, juste vu, peut-être que c'est le moment de s'arrêter.